Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 99 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. J'ai une autre sœur. Bientôt. Bientôt. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Il y a 2 ans, en novembre 2019, je demandais à ma meilleure amie, Chloé, si elle voulait bien répondre à mes questions. Pourquoi elle ? Parce qu'à 33 ans, et après avoir cofondé une agence de communication et d'événementiel, Chloé se posait énormément de questions sur son désir de maternité. Avant de faire le grand saut, beaucoup de femmes ressentent cette ambivalence extrême entre le désir de maternité et l'envie de préserver sa carrière, sa vie, son couple tel quel. Chloé se livre à cœur ouvert dans cet épisode en 2 volets. Une première partie où elle explique pourquoi elle hésite, ce qui la freine dans son envie de faire un bébé avec Paul, son amoureux depuis 5 ans. Et dans la deuxième partie, nous sommes 2 ans plus tard, en novembre 2021, et Chloé est devenue maman d'une petite fille Jeanne, née le 30 août 2021. J'ai voulu mettre en valeur toutes ces femmes qui cherchent ou attendent le déclic pour se décider à fonder une famille. Quand on a énormément de doutes, qu'est-ce qui nous fait sauter le pas ? Pour Chloé, c'est la pandémie qui lui fera revoir ses priorités. On y parle d'anxiété, d'être une femme chef d'entreprise et mère, de congé paternité, de peur très forte de l'accouchement, des centaines voire des milliers de questions que l'on peut se poser avant de mettre au monde un bébé, et enfin, de l'apaisement qui s'en est suivi. Pour Chloé, le postpartum va se révéler beaucoup plus doux et serein qu'elle ne l'aurait imaginé. J'ai enregistré cet épisode parce que je sais que Chloé a toujours cherché des témoignages qui ressemblaient à son histoire et je me suis dit qu'elle ne devait pas être la seule dans ce tiraillement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Chloé. Bonjour. Je sais, c'est bizarre. T'es chez moi et bizarre. t'as un micro devant toi, ce qui t'arrive jamais chez moi. Mais j'oublie le micro. Oublie le micro. J'oublie le micro. Tu fais comme ce que on vient de faire juste avant, une conversation. Oui, je te regarde. Ça me fait du bien. Donc en fait, je voulais qu'on discute du fait que tu n'as pas encore d'enfant, Non. mais que ça te trotte dans la tête. Et je pense que tu as beaucoup de questions que beaucoup de femmes ont avant d'avoir des enfants. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on discute de ça. Oui. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu t'es dit « Ah, peut-être qu'en fait, j'ai envie d'avoir des enfants ?» Bonne question. Est-ce que déjà, tu te l'as déjà dit, d'ailleurs ? Oui. Oui, quand même. Mais c'est assez récent. Concrètement, de me visualiser avec des enfants, c'est assez récent et c'est surtout depuis que j'ai rencontré mon copain actuel.
forcément. Et où là, j'ai réussi vraiment à me dire, je pense que j'ai trouvé la bonne personne, donc ça peut être possible. Parce que ce sujet, ça fait des années que toi et moi, on l'évoque. Ouais. Moi, j'ai passé le pas avant toi, évidemment. Oui. Mais est-ce qu'avant Paul, tu pouvais t'imaginer maman, ou c'est vraiment le fait d'être dans une relation saine et remplie d'amour qui fait que tu veux un enfant avec lui? Alors oui, je me visualise... Enfin, je savais qu'un jour, j'aurais des enfants. Enfin, en fait, je me posais pas trop la question, finalement. Je me disais, oui, j'aurais peut-être des enfants. C'était peut-être pas sûr dans ma tête à 100%, mais ça faisait pas trop partie de mes questions. Alors que maintenant, ça en fait partie, depuis que j'ai rencontré Paul. Mais avant, en fait, ça faisait pas partie de mes priorités, en fait. Et quand j'étais toute petite, moi, je voulais être femme d'affaires. Ce que tu es. Ouais, ce que j'ai réussi à être à mon petit niveau. Mais du coup, quand je disais à ma maman tout le temps, elle me le répète encore, quand on te demandait ce que tu voulais faire, c'était je veux être femme d'affaires avec une mallette à la main en descendant d'un avion. Voilà. Donc, du coup, je suis restée beaucoup là-dessus et j'ai pas vraiment intégré dans ce rêve une maman, une femme. Enfin, vraiment, je me voyais seule avec ma mallette. C'est un peu triste d'ailleurs. Bon, maintenant, tu n'es plus seule. Tu as une mallette et tu descends parfois des avions. Oui, mais c'est vrai que quand je descendais mes premiers voyages d'affaires avec mon cartable, je me disais waouh, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et peut-être que je suis en train de changer maintenant d'objectif, mais c'est moins précis et clair que celui-ci, en tout cas. Et est-ce que tu as la sensation que cette question de vouloir fonder une famille ou pas, c'est une question qui est difficile? Oui. Et pourquoi? C'est une question difficile parce que j'ai l'impression que ça implique beaucoup plus de changements que tout le reste. Pour moi, c'est voilà, avoir créé mon entreprise, c'était pas un chamboulement, alors que plein de gens osent pas se lancer. Moi, j'avais hâte de le faire et ça a changé pourtant plein de choses. Ma façon de travailler, ma rémunération, mes relations avec mon associé. Enfin, il y avait plein de choses. L'incertitude de réussir, ça a changé plein de choses. Mais comme je savais que je voulais le faire, j'avais pas peur. Alors que là, avoir des enfants, comme c'est pas quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, et du coup, je le maîtrise moins, le sujet, en fait. J'ai l'impression de moins le maîtriser parce que j'y ai pas réfléchi. Alors que l'autre sujet, j'y avais beaucoup réfléchi. Du coup, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je maîtrise pas tout. Et je crois que j'aime pas quand je maîtrise pas tout. C'est ce que j'allais dire. Pour le coup, je te connais extrêmement bien et je sais que tu aimes planifier ou en tout cas avoir un plan et avoir des objectifs. Ouais, tu fonctionnes comme des sportifs. Et là, tu n'arrives pas à mettre en place un plan qui fait que construire une famille, tu puisses le visualiser, c'est ça? Ouais. C'est trop flou. Ouais, c'est flou. C'est flou et puis il y a plein de... en fait, ce qui me fait peur, c'est de ne pas maîtriser la grossesse qui peut... Pourtant, je suis optimiste en général, mais là, je suis beaucoup moins pour cette partie-là, où j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, et pour moi, et pour le bébé, de pas maîtriser non plus l'accouchement, ça me fait extrêmement peur, parce que, en fait, si c'est pas moi qui décide, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être au bord d'un précipice et de me dire est-ce que devenir maman c'est le grand saut, et pour moi c'est le grand saut en fait vers l'inconnu. Et l'inconnu qui fait peur, celui-là. Oui, ouais, parce que du coup je sais pas ce qu'il y a vraiment derrière, même si au final quand j'ai monté mon entreprise ou voilà, quand j'avais des objectifs même sportifs, je savais pas ce qu'il allait avoir derrière, mais ça me faisait pas peur. C'est difficile à expliquer, mais ouais. Alors, c'est un choix aussi de faire un enfant de couple, être à 2. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à verbaliser avec Paul? Est-ce que les angoisses que tu peux avoir autour de soi, ou est-ce que pour lui, de toute façon, c'est pas concret, c'est pas tout de suite, vous verrez plus tard? Eh ben, on en a parlé, on en parle depuis quelques temps. On n'en a pas parlé au début, ça fait 5 ans qu'on est ensemble quand même, mais on n'en parle pas depuis très longtemps. J'ai 33 ans aussi, il faut le répéter. Et du coup, c'est devenu un peu, j'ai l'impression, à cause de moi, un sujet tabou.
où dès le début, quand je l'ai rencontré, parce qu'il est plus jeune que moi, je lui disais non mais t'inquiète pas, moi j'en veux pas tout de suite. Et ça m'arrangeait en fait, parce que du coup il était plus jeune que moi, donc je savais qu'il en voudrait pas tout de suite. Et du coup c'était parfait pour moi, parce que du coup je continuais ma vie avec lui sans se poser de questions sur les enfants. On faisait tout ce qu'on avait envie de faire, des voyages, du sport, de vivre ensemble, partager des moments ensemble. Et c'est ça aussi qui me fait un peu peur. J'ai l'impression que cette vie-là, cette fameuse vie d'avant avoir des enfants, je l'aime tellement, ma vie, comme elle est en ce moment, que c'est ça aussi. Enfin, je sais très bien que c'est encore plus beau avec des... Enfin, je sais très bien, non. Mais quand j'écoute les discours des mamans autour de moi, je me doute que c'est encore plus beau avec des enfants, forcément. Mais c'est dur parce qu'on peut pas comparer, en fait. On peut pas En fait, toi, comparer. t'aimerais avoir... Qu'est-ce que c'est avec? Et C'est ça. Comme ça, je peux choisir. Mais oui, c'est vraiment ça. Avoir l'échantillon... Je veux être sûre. Faites-moi ressentir, montrez-moi comment ça se passe et après, je fais mon choix. Et non, c'est pas comme ça, la vie, en fait. C'est pas comme ça. Et Paul, lui, quand vous en discutez, c'est... Alors, Est-ce qu'il comprend les inquiétudes que ça peut générer en toi? oui, il comprend. Et il me rassure à chaque fois. Mais vraiment, il est hyper serein par rapport à ça. Bon, après, lui, pour le coup, c'est différent, un homme, mais juste par rapport au fait de ne pas porter l'enfant, mais le côté physique, quoi, en fait, et santé. Mais en tout cas, il me rassure dès que je lui sors une angoisse. Voilà, le corps qui va changer, les éventuelles complications, la fatigue, le fait de devenir un peu plus fragile. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui m'angoissent parce que j'ai envie de rester comme je suis et je voudrais presque avoir un enfant. Il est déjà 1 an en fait. Plus, hein, tu voudrais plus. Oui, hein, un peu plus. Mais du coup, oui, il me rassure et on en a parlé. On en a parlé vraiment concrètement ce week-end. C'est une exclue. Non, on en a parlé vraiment ce week-end parce que justement, j'en avais parlé. Mon père m'en a parlé. Donc, quand mon père m'a posé la question, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Parce que je pense comme je te disais tout à l'heure, vu mon âge, il commence, mes parents, à se poser des questions. Est-ce qu'elle va vraiment faire des enfants ou pas? Je ne sais pas si ça les inquiète ou pas, mais en tout cas, ils se posent la question. Donc, mon père m'a posé la question. Donc, j'en ai parlé avec lui de toutes ces angoisses-là que je t'ai énumérées. Et il m'a rassurée aussi. Il m'a beaucoup rassurée. Il m'a raconté l'histoire avec ma maman. Et comment ça s'était passé, qu'ils avaient bien géré le travail, les enfants, enfin un enfant pour le coup. Mais du coup, le fait d'en avoir parlé avec mon père, j'en ai parlé du coup avec Paul, parce que j'avais envie de lui dire ce qu'on s'était dit. Et donc, on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on avait envie d'avoir des enfants? Et surtout, la question de quand, en fait. Parce que il me l'a dit, il m'a dit, bon, enfin, c'est encore une fois, pour ce sujet-là, c'est un peu le seul sujet d'ailleurs, c'est lui qui prend les devants. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien en parler de plein de choses, comme tu disais, pour planifier, pour avancer. Mais celui-là, je suis un peu plus réticente. Donc, c'est lui qui m'en a parlé. Et alors, c'est toujours... Non, je lui ai dit que oui, j'avais envie d'avoir des enfants. Mais en fait, mon problème, c'est que oui, j'ai envie d'avoir des enfants, mais je le repousse. Sauf qu'à un moment donné, je peux plus repousser. Et c'est ce fameux précipice. En fait, toi, tu as la sensation à 33 ans que tu es déjà au bord du précipice par rapport à l'horloge biologique qui fait peur un peu à beaucoup de femmes qui sont dans la trentaine. Oui, parce que après je le ressens pas viscéralement, parce que l'envie d'avoir des enfants, je la ressens pas viscéralement. Le fait que l'horloge biologique tourne, je le ressens pas non plus. C'est pas quelque chose que je ressens dans mon corps. C'est plutôt en termes de planning, quoi, parce que je sais très bien que on n'a pas un enfant comme ça et que ça peut prendre plusieurs mois. Je commence à me renseigner, c'est bon signe. Voilà, ça peut prendre en moyenne, je sais plus, c'était 8 mois ou 9 mois. Je crois que c'est 1 an à peu près, voilà. La moyenne. Bon, après, tu fais une moyenne sur des cas très différents. Donc, il y en a, ça, je sais tout de suite, et il y en a, ça met 2 ans. Donc. Voilà, donc la moyenne, si tu fais une moyenne à 1 an, ça veut dire que moi, là, j'ai 33 ans, j'aurai 34 ans en mars. Donc, tu prends 1 an, ça fait 35. Et puis, on aimerait bien, si on a des enfants, avoir 2 enfants.
parce que le modèle de Paul avec son frère est tellement beau que ça me donne vraiment envie d'avoir 2 enfants. Même si moi j'ai été épanouie en tant que fille unique, mais dans les moments, je pense que je m'en rendais pas compte, mais là je m'en rends compte qu'on porte des choses seules, bien positives et négatives, et je pense que à 2 c'est toujours mieux. Enfin, c'est plus facile pour plein de choses. Donc tu te dis, si je veux 2 enfants, ça repousse encore C'est ça. à chaque fois vers la quarantaine. Et on arrive à 40 ans, rapidos là. Ça va, t'as 7 ans. Oui, non, mais Non, c'est mais je sûr. comprends ce Mais que c'est tu parce veux. que je vais pas le faire demain, quoi. Je suis encore dans le processus de est-ce que j'en veux ? Alors oui, mais Et est-ce pas que- à 100%. Enfin, Et t'as réussi, quand vous vous êtes dit quand, à visualiser quelque chose qui te conviendrait, ou c'est encore beaucoup trop flou et oppressant un peu? en fait, c'est bizarre parce que j'ai envie de me dire voilà, c'est à partir de telle année. Et en même temps, ça me fait peur parce que je me dis oulala, alors là, on pourra plus reculer. Une fois, en fait, c'est ça. Et j'ai l'impression que quand on se lance dans ce projet fou d'avoir des enfants, on peut plus jamais reculer. C'est pour la vie. Et je crois que c'est ça qui m'angoisse. Parce que j'ai l'impression que tout le reste, on peut plus ou moins le stopper ou le changer. Je fais toujours le parallèle avec l'entreprise. Mon bébé, mon entreprise. Voilà, si ça marche pas, on l'arrête, on la revend, on reprend un autre travail. Ou si ça marche pas avec ton copain, fiancé, mari, eh ben on divorce. Mais c'est horrible de penser comme ça. Mais bon, voilà. Alors que quand on a un enfant, ah ben non, c'est pour toujours. Et c'est ça, en fait, ce précipice où tu te dis que là, ta vie, elle change, et pour toujours. Et en fait, c'est parce que tu pourras jamais, tant que t'as pas d'enfant, mais expérimenter ce que c'est l'amour d'un enfant, donc, où tu le vois même plus de cette manière, du fait Non. que c'est toujours. Bah oui. Puisqu'après, c'est l'inverse, tu te dis, mais comment j'ai vécu sans? Non, mais je me rends compte que déjà de vivre avec Paul, je me dis, waouh, c'est génial, on a attendu 5 ans pour plein d'autres raisons, et je me dis, on aurait pu le faire bien plus tôt, et en même temps, on le regrette pas du tout, mais je me dis, bah oui, c'est possible de faire les choses, même si tu avais des appréhensions, et c'est mieux finalement, alors que tu avais des appréhensions, c'est mieux que ce que je pensais, et donc j'essaie de partir dans cette voie-là, mais en fait, je me mets tellement, je cogite tellement sur les contraintes, et bon, petit à petit, elles s'en vont, les contraintes, et un jour, j'espère que je me dirai, allez, il faut juste lâcher prise sur tout ça, de te dire que ça va juste être un temps. Et dans ton entourage proche, on est beaucoup à avoir eu des enfants. Oula oui. Même de tes autres copines bien avant moi. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça t'a fait travailler, te dire mince, est-ce que je suis en train de rater quelque chose? Est-ce que je suis pas normale? Est-ce que, tu vois, dans le sens où ta normalité autour de toi, ça devient, toutes elles deviennent maman? Alors au début, non. Au contraire, c'est là où ça m'inquiétait d'ailleurs. Je me disais, oh là là, elles ont toutes des enfants en même temps, là, vers 28 ans. Et ça me donnait pas du tout envie. Au contraire, je me disais, ah non, mais là, je profite encore de ce moment où je suis insouciante, où je me lance dans plein de choses. Voilà, je suis, entre guillemets, libre de faire plein de choses. Parce qu'elles, je les voyais enceintes, donc avec tout ce qui va avec, de faire attention à plein de choses, de lever le pied. Et moi, j'avais pas envie de lever le pied, au contraire, j'avais envie d'être à fond dans tout, à cette période-là. Et je pense que là, aujourd'hui, un peu moins. Parce que j'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire dans le sport. J'ai réussi à battre tous mes records encore à 30 ans. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est bien, maintenant tu vas passer à autre chose, tu vas faire du sport différemment. Après, j'ai créé ma boîte et on a réussi à faire quelque chose de super avec mon associée, Amélie. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, voilà, tu as rempli tous tes objectifs. Donc peut-être que tu peux t'en donner un autre, celui de fonder une famille. Mais à 28 ans, pas du tout, parce que j'étais dans les 2 premiers là, à fond. Ouais, mais du coup, ça t'a pas mis de la pression de te dire Non. Je rentre pas dans les clous, je suis pas comme tout le monde. Non, parce que je m'étais dit jusqu'à 32, un peu plus de 30 ans, au moins jusqu'à 30 ans, c'est sûr que non.
Parce que je me rendais compte que la moyenne, c'était... j'avais un œil sur la moyenne quand même. C'était 30 ans ou 31 ans. Donc jusqu'à cette moyenne, jusqu'à 31 ans, voire un peu plus, tu vois, parce que bon, tu dépasses un peu, c'est pas grave. Mais là, je sens que je m'en éloigne. Et là, par contre, je commence à me dire, attends, là, t'es en train de voir passer le train. Et tu vois, vraiment de visualiser un train qui passe. Tu vois, c'est pas dans mon corps que je le ressens, mais c'est une vision. Où quand j'apprends qu'une copine à moi attend son 2e, ou qu'on va fêter les 10 ans de l'enfant d'une copine à moi, ou que ma maman, elle m'apprend qu'une copine de l'école qui avait 10 ans de moins que moi, ou voire 15 ans de moins que moi, elle est enceinte. Et là, je me dis, oulala, attends, là... ouais, j'ai l'impression que ma génération, c'est en train de passer, en fait, le fait de devenir mère. Est-ce que aussi tu as cette impression que de ton histoire personnelle, parce que tes parents ont divorcé quand tu étais jeune, ça a un impact aussi sur l'idée que tu pouvais te faire de la famille et cette peur de répéter peut-être Je pense que c'est la première cause, entre guillemets, de toutes ces angoisses. Parce que du coup, oui, j'ai pas vraiment eu de modèle familial. Donc moi, je me suis réfugiée dans autre chose, en fait. Donc je pense toutes mes autres priorités aujourd'hui. Je me suis réfugiée là-dedans. Je pense que j'ai développé plein de choses, mais pas ce côté famille. Enfin, même si j'adore passer du temps avec ma famille, mais c'est vrai que je sais pas, après, si mes parents étaient restés ensemble, peut-être que ça aurait été pareil, j'en sais rien, on le saura jamais. Tu peux pas savoir. Mais en tout cas, oui, c'était difficile pour moi de visualiser des parents ensemble, parce que je me rappelle plus quand ils étaient ensemble, en fait, j'étais trop petite. Donc pour moi, des parents, une famille, pour moi, c'était un échec. Donc j'ai construit sur un échec cette envie ou pas de devenir mère. Oui, donc tu peux pas avoir cette pensée positive autour de la famille et ce que c'est d'être parent, parce que pour l'instant, dans ta tête, l'image, elle y est pas. Ouais. Et c'est à toi de la construire. Oui, non, mais c'est sûr. Je pense qu'après, soit tu prends le contre-pied et tu te dis, j'ai pas eu ces 2 parents avec moi, donc je me lance le plus vite possible. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est l'inverse. C'est vrai que j'en ai souffert et du coup, je me suis lancée dans plein d'autres choses et je suis restée un peu la petite fille, blessée, et j'avais du mal à me voir mère parce que j'étais encore la petite fille un peu blessée de tout ça. Et comme si ça n'avait pas vraiment grandi, ce côté-là, femme, mère. C'était... Après, peut-être que c'est parce que c'était pas quelque chose que j'avais en moi, de vraiment devenir maman. Mais en tout cas, on ne l'a pas cultivé, non, c'est sûr... chez moi, non. Ah, mais du coup, le fait que ton père t'en parle, ça montre aussi que tu peux briser cette image. Mais ça m'a fait du bien que ça vienne de mon père, parce que justement, je me dis, en fait, j'avais l'impression que si je devenais maman, j'abandonnais un peu mon père, qui était parti quand ils ont divorcé. C'est mon père qui est parti, donc c'est lui que je voyais plus beaucoup, et du coup j'avais envie de rester le plus longtemps sa petite fille, et le fait de devenir mère, j'avais l'impression que j'allais un peu l'abandonner, en disant je deviens une maman, donc je suis plus une petite fille, et je pense qu'au fond de moi j'ai envie de rester sa petite fille. Et en fait je me rends compte en discutant avec des personnes, toi ou d'autres personnes qui m'ont aidée aussi là-dessus, je me rends compte que finalement devenir maman, ça peut aussi apporter énormément de bonheur à nos parents, même s'ils sont divorcés, même s'ils sont plus ensemble. Ça peut apporter plus de bonheur que de rester la petite fille. Ouais, puis regarde, toi, tu te disais que t'as pas eu de frères et sœurs, donc t'es leur enfant unique, t'es leur seul lien entre eux deux. Là, t'apporterais un autre lien. Oui. Ça serait une autre chose en commun qu'ils partageraient à part toi. Oui, c'est sûr. Donc c'est fort aussi, tu vois, dans la transmission. Ce que tu peux leur apporter à eux, ils seront grands-parents de ton enfant. Oui, et puis je serai plus l'unique source d'attention, en fait. Qui finalement, c'est génial, mais moi j'ai l'impression que en grandissant, je me rends compte que en fait, quand t'es fille unique ou fils unique,
j'ai l'impression d'avoir encore plus de responsabilités parce que si tu n'y arrives pas à l'école, il n'y a que toi, quoi. C'est la catastrophe, en fait. Il y a beaucoup de... Tout repose sur tes épaules, en fait, parce qu'il n'y a que les tiennes. Donc, il faut tout faire bien pour qu'ils soient fiers de toi. Est-ce que tu as la sensation que la société, en général, met une pression aux femmes pour qu'elles aient des enfants? Je dis ça parce que est-ce qu'on te fait des réflexions? Est-ce qu'on te dit, bon, mais toi, c'est pour quand? Est-ce que ce genre de questions intrusives, parce que ça te concerne que toi, est-ce que tu le ressens de temps en temps? Pas tellement. J'ai pas l'impression, non. J'ai l'impression que les personnes proches de moi qui me connaissent, elles me posent plus trop la question parce qu'elles savent toutes mes interrogations. Mais après, les personnes un peu plus extérieures, quand elles demandent, et elles demandent pas forcément, j'ai pas l'impression, non. Parce que finalement, je me rends compte que j'ai encore des copines de mon âge qui n'ont pas d'enfants. Je suis pas toute seule. Et du coup, ouais, j'ai vraiment l'impression que l'âge a été repoussé. L'âge... Donc ça veut dire que t'es encore jeune. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut vraiment avoir des enfants tard. Et on entend maintenant les femmes, elles font des études pour avoir une carrière. Donc les enfants, ça vient après. Et donc forcément, tout ça, c'est plus tard. Tout est plus tard. Donc j'ai pas ressenti de pression. Après, peut-être que je m'en suis pas rendu compte. Bon, tant mieux. Hein, ouais. Et est-ce que tu as réussi à trouver des exemples ou des modèles de femmes qui te parlent et te font dire mon angoisse principale, c'est ma carrière face à la construction de ma famille. Ouais. Cette personne-là a un parcours qui me fait me dire c'est possible. Alors la première je l'ai découvert il y a pas longtemps, l'année dernière, c'est Mathilde Lacombe qui a créé Birchbox. Ouais, et M Skincare. Où elle, je l'ai découverte d'abord, mais je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Je t'avais fait lire son livre. Enfin, je t'avais passé son livre. Oui, voilà. Au début, en fait, je l'ai découverte en tant que chef d'entreprise. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'elle avait 30 ans, elle avait monté une énorme boîte, ça marchait. Enfin, j'aimais beaucoup sa communication. Je la suivais après vraiment en tant que chef d'entreprise, jeune femme chef d'entreprise. Et puis après, quand je me suis rendu compte qu'elle avait 3 enfants, ah non, mais là, c'était mon idole. Là, je me suis dit, attends, comment elle fait? Bon, après, j'ai vite compris en lisant son livre que tu m'as prêté qu'elle avait des journées plus que timées. Et c'était... ça m'a un petit peu refroidi parce que je me suis dit, c'est possible, mais il n'y a pas de place à comment dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de place pour rien, en fait, pour dans sa journée. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est pas que lié à elle. Je pense déjà, quand tu deviens parent, c'est sûr que ta journée est plus timée que... Oui, c'est certain. En plus, 3 enfants, et en plus, elle travaillait à Paris, elle habitait à Reims, les déplacements. Mais bon, j'ai compris, la clé, c'est l'organisation. Et quand j'écoute d'autres podcasts de maman, comme hier, j'ai écouté celui de Caroline Tellier, de la DG de PayPal. Non, mais là, pareil, je me suis dit, en fait, c'est possible. Et ça me fait du bien d'entendre ces témoignages parce que je me dis, c'est possible. Et il faut que j'en entende encore beaucoup. Mais ça m'aide énormément parce que là, je me rends compte que c'est de l'organisation. Ça tombe bien, c'est mon métier, d'organiser les choses, mais de me dire, fais-le pour toi, en fait. Et au moins, tu pourras faire encore plus de choses dans une journée. Et ça, en fait, c'est ce que je disais à mon associée parce qu'elle n'a pas d'enfants, elle non plus. Et on se disait, mais comment on va faire pour gérer notre boîte avec des enfants? Et en fait, la réponse est, on sera plus organisé que maintenant. Parce que comme on n'en a pas, on finit quand on veut. Du coup, on commence tard, on finit tard. Bah oui, on commencera tôt, on finira tôt. Et ça, on travaillera autant de temps. Et puis peut-être qu'on travaillera moins, mais on retravaillera le soir. Enfin... Voilà, quand moi, je pense que mon travail sera encore une priorité, mais parce que c'est important pour moi, et donc je m'organiserai. Mais alors, il y a Mathilde Lacombe, pour répondre à ta question, et qui c'est qu'il y avait d'autre?
Non, après, j'ai pas vraiment de nom. Elle, c'est vraiment elle qui me vient en premier. Et après, c'est vraiment les témoignages que je recherche le plus dans les podcasts de femmes chefs d'entreprise qui ont des enfants. Alors là, c'est sûr que ça m'aide beaucoup quand je les entends parler de leur expérience. Tu te dis c'est possible et est-ce que ça enlève une partie de tes angoisses parce que tu Oui. comprends mieux comment ça se déroule? Oui, ça enlève une partie de mes angoisses par rapport au fait de mener une carrière professionnelle avec des enfants. Bon, à chaque fois, il faut que la deuxième personne, le papa, soit très proche, enfin très présent, et c'est ce qu'elles disent à chaque fois. Hein. J'ai l'impression que c'est impossible, enfin c'est pas possible sans, de toute façon. Et ça tombe bien parce que le partage des tâches, c'est un peu notre génération. On est à fond derrière les 50-50. Et du coup, voilà, je sais que j'ai trouvé la bonne personne. Maintenant, il faut que je sois au clair avec moi-même sur ce lâcher-prise. En fait, c'est pas tant ce qui me fait peur, l'organisation. Enfin, si, une fois qu'ils seront là, les enfants, mais c'est cette période de transition. Parce que le changement, moi, ça me perturbe un peu. Je suis pas fan du changement. Je pense que c'est lié aussi au divorce, au déménagement brutal, à plein de choses brutales qui se sont passées quand j'étais petite. Du coup, j'ai besoin d'avoir ce lieu sûr. Et quand ça change, quand mon environnement proche la change, ça me perturbe vite. Et donc cette transition d'être enceinte et d'avoir des enfants, c'est un gros chamboulement. Et donc c'est ça qui me fait peur, le changement. Après, tu sais que le fait d'avoir 9 mois de grossesse, c'est pas anodin parce que c'est vrai que c'est quand même tout un cheminement pour faire en sorte qu'on se prépare à ce changement. Tu vois, et ça serait en 2 mois, ce serait trop vite. Oui. En 9 mois, t'as vraiment le temps de t'adapter au changement qui va arriver, même si personne n'est prêt comme il faut. Vraiment, Mais quand même, tu vois, ça te laisse une longueur d'avance pour te préparer, si on peut, à ce qui arrive. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu parlais de l'organisation de Mathilde Lacombe, tu disais qu'il n'y a pas de place à l'imprévu et que ça te stresse. Et en même temps, je me dis, mais finalement, avoir un enfant, c'est que de l'imprévu. Oui. Donc tu devrais aimer. Alors oui, mais de l'imprévu lié à l'enfant en permanence. Mais moi, je te parle d'imprévu autre, une soirée. Je peux sortir en boîte comme j'ai envie. Je sais pas, partir faire un 10 km dans une ville européenne ou de partir en voyage sur un coup de tête. Voilà, ce genre d'imprévu. En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est de cette insouciance qu'on a quand on a la vingtaine. Là. J'ai envie de la retenir avec moi le plus possible. Et parce que c'est génial, parce qu'on a passé des super années et en fait peut-être que c'est pour moi un moyen de rester jeune, de me dire je repousse cette période d'être mère où je sais pas, je l'assimile un peu à on grandit là d'un coup. C'est vrai que je t'avoue que ça m'a pas rajeuni d'avoir eu ma vie. Voilà, on grandit en termes mais c'est autre chose. Ouais, c'est sûr, c'est autre chose. On peut rester jeune, la preuve. Comme quand je te vois, tu n'as pas changé, en fait. Ah si. Non, mais tu n'as pas changé dans le sens où je sais pas. Tu fais pas maman comme moi, je m'imaginais une maman. En fait, c'est la représentation que tu as de la mère. Ouais, je crois. Non, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, à chaque fois qu'on est dans la rue et que tu croises des familles un peu jeunes, cool, qui ont l'air trop stylées, tu dis « Ah, j'aime bien comment ils sont » et ça correspond pas à l'image... un peu trop pépère, je sais pas comment dire, de ce que tu peux croire de la famille. Mais en fait, tu peux créer l'image que tu as envie de ta famille. Oui. C'est toi qui... Ouais, non, mais c'est sûr, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'exemples que ça dans la rue. Bon, vu le nombre de fois où tu me dis « Ah, regarde, ils sont... » Oui. Il y en a. Oui. Ouais. Tu penses qu'il n'y a pas assez par rapport à ce qui te rassurerait? En fait, moi, j'ai l'impression que... Et c'est ça aussi qui... l'angoisse, c'est de te dire que quand tu deviens maman, rien n'est plus important que ton enfant, et donc tu relâches un peu sur tout le reste. C'est quoi le reste? Tout, c'est-à-dire le travail, tes activités, c'est hyper égoïste ce que je suis en train de dire, mais bon, tes activités hobby, je sais pas, ton apparence, même si on n'est pas du tout comme ça, mais je veux dire voilà, de faire un peu attention à toi parce que voilà, ton attention, et c'est normal, tu vois, mais juste de pas trop s'oublier en fait, et pas devenir à 100% une... Enfin si, t'es à 100% une maman, mais pas que.
Non, pas s'oublier, c'est important, t'as raison. Et Ouais. ça, c'est un vrai souci que toutes les nouvelles mères ont, d'arriver à Mais ça trouver doit ce être temps hyper pour dur. soi. Ça Et doit être hyper dur. c'est très dur, et surtout au début, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer ce podcast, c'est que j'ai lu les études neuroscientifiques. Logiquement, au début, de toute façon, ton cerveau, il s'en fout complètement du reste. Mais oui, bien sûr. Et donc, là, la peur que t'as, logiquement, elle devrait même plus avoir lieu après, en tout cas dans les premières semaines, hein, parce que de toute façon, ce qui t'intéressera, c'est ton bébé. Et ensuite, c'est quand ça commence ce changement du cerveau à redevenir normal, c'est là où tu dis, au fait, moi, ah ben moi, je me suis oubliée. Ok, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour moi, maintenant? Ouais, c'est ça. Je sais plus. Et c'est ça le plus dur. Bah, c'est ce que oui, tu disais, il faut 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Ça m'a marqué cette phrase parce que c'est vrai. Et finalement, ça fait long quand même, tout ça. Ça fait 18 mois, oui. mais bon, après, 18 mois dans une vie, c'est quoi si j'imagine, pour cette expérience incroyable. Mais en fait, je pense que ça va me faire du bien de me décentrer et de penser à autre chose que mes propres objectifs. C'est vrai que je pense qu'un des trucs que les mères disent, c'est ça m'a appris à être moins égoïste. Mais oui. T'as pas le choix en même temps. Donc, Ouais, sans qu'on soit vraiment nous égoïstes. Mais c'est vrai que quand t'as que à toi à t'occuper. Mais c'est vrai que c'est dur de se dire là, tout ce que je fais aujourd'hui, ça me fait plaisir. Et de lâcher un peu de tout ce que tu fais pour quelqu'un d'autre, finalement, que toi. Mais c'est plus important. Mais c'est dur quand tu sais pas encore que tu vas t'attacher à ton enfant, forcément. Mais aujourd'hui, c'est dur de me dire je vais lâcher un peu tout ce que j'adore faire tous les jours pour un petit être qu'aujourd'hui, je ne connais pas et je sais pas qui c'est. Et ça me fait rien quand j'y pense, en fait. C'est normal. Oui. C'est cool. Et alors que, par contre, tout le reste, aujourd'hui, ça me fait beaucoup de choses. Enfin, ça me fait beaucoup... ça m'épanouit, en fait, tout ce que je fais. Donc, Ah oui, justement, est-ce que tu arrives à imaginer dans ta tête que tu puisses être épanouie en tant que maman? Oui, si je continue tout le reste. Non, ouais. Ça paraît logique. Hein. Mais bon, en fait, j'arrive pas à me dire... Enfin, si, je me dis, oui, forcément, je vais être épanouie parce que ça va être quelque chose de fou quand on écoute les mamans... ou quand je te regarde, je me dis, comment ça va faire sur moi? J'espère que ça va faire pareil. Et bien sûr que ça va faire pareil. Mais c'est dur parce que tu peux pas vraiment t'approprier l'émotion, en fait. Enfin, et donc te dire, oui, je vais être épanouie. Parce que c'est tellement un gros changement que... Après tout... En fait, c'est tellement flou. La transition, elle est tellement énorme que j'arrive pas à me dire après comment ça va être. Parce que déjà, la première étape là, de la transition, ça me prend déjà beaucoup de temps et d'énergie. Et j'ai du mal à voir l'étape d'après où tout va bien, quoi. C'est bon, on est épanoui. Je te propose un truc, c'est que la prochaine fois qu'on se retrouve pour parler autour d'un micro, oui. tu auras normalement enclenché une autre étape. Oui. Je sais pas dans combien de temps, mois, semaines, années. J'espère que ce sera avant année, parce que pour moi, ça m'arrangerait, mais... On avait dit qu'on s'attendait... Non, mais plus pour le podcast. Et donc, dans la prochaine fois que tu auras un micro devant toi, tu seras une étape d'après et on fera le bilan. Tu vois, ça me met la pression déjà. Ça peut être dans hyper longtemps. Oui. Pas de pression de temps. Non. Et puis, ça se trouve, il n'y aura pas d'autres micros, c'est pas grave. C'est excitant aussi. Oui, ouais. On verra. Ou ça se trouve, on fera un bilan où t'aurais dit, non, c'est pas pour moi. Et c'est pas grave. Non. C'est pas planifié, donc c'est pour ça que c'est nouveau pour moi. Merci Chloé. Merci Clémentine. Merci Clémentine, ça fait bizarre quand tu dis ça. C'est clair. Alors on est en novembre 2021. 2 ans finalement se sont écoulés depuis le premier épisode. On vient juste de l'écouter, toi et moi. Ça te fait quoi? On va réécouter ça. Je pensais me souvenir de ce que je t'avais dit. Et en fait, je me rends compte que je me souvenais pas tant que ça, être rentrée dans le détail de plein de choses. Mais ça m'a fait quelque chose. J'ai l'impression que quand je m'entends, c'est moi et pas moi en même temps. C'est moi, mais différemment. Ouais, différente.
Mais c'était chouette de me réécouter. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2 ans. Et c'est marrant parce qu'en écoutant l'épisode, on l'a fait ensemble et avec Paul aussi, et ta petite fille, Oui. on a rigolé, pleuré, et c'est une palette d'émotions qui était vachement forte. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que tu vois, il y a 2 ans, quand je me suis réécoutée, pour le coup, j'ai pas du tout pleuré. Hein. Là, je sentais que je maîtrisais mon sujet, je maîtrisais les choses. Alors que là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance, bon, ça fait que 2 mois que j'ai accouché, mais j'ai tendance à pleurer beaucoup plus facilement. Voilà. Et donc, il s'est passé quand même quelque chose dans mon corps, dans ma tête. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus émotive depuis que j'ai eu un enfant, ça c'est sûr. Et c'est marrant parce que la dernière question, je t'ai dit, bon, j'espère que ce sera des semaines, des mois, pas des années pour le podcast. Et, et en même temps, je disais ça en disant que si t'avais pas envie d'avoir un enfant, c'était tout à fait ton choix et qu'il n'y avait pas de souci. Ouais. Mais on est 2 ans plus tard, ce qui veut dire donc que tu as eu un bébé, Oui. que tu as franchi le pas. Et donc, tu vas me raconter ce qui s'est passé entre ces 2 années et pourquoi. Donc, on était en novembre 2019. Oui. Et ben en novembre 2020, t'es tombée enceinte. Oui, 1 an après. Donc, 1 an après. Et c'était pas planifié. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année ? Enfin, c'était pas planifié au moment où je te parlais. Mais en fait, en novembre 2019, je commençais quand même à me poser des questions, comme on a pu l'entendre. Parce que j'avais 33 ans à l'époque et comme je te disais, je m'éloignais déjà doucement de la moyenne et donc ça commençait un peu à me perturber de me dire si tu veux un enfant, c'est quand même là, dans un futur très proche. Donc ce qui est rassurant, c'est que quand je m'écoute, je me dis j'avais quand même tendance à vouloir un enfant et que l'inverse. Du coup, c'est vrai que j'y pensais, mais c'était pas encore dans mes plans. Parce qu'en novembre 2019, ma société a vraiment décollé et on était dans une année folle avec plein d'événements. Je partais à Marrakech juste après t'avoir parlé pour un événement et c'est vrai qu'on avait réussi à faire tout ce qu'on avait décidé de faire pour notre société. Tout se mettait en place et en plus, j'habitais à Anglet. Je travaillais à Bordeaux, donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Le travail, voilà, c'était génial. Donc en gros, il n'y avait pas trop de place encore pour un enfant. Mais je me disais, une fois que ma société, voilà, sera stable et que qu'on a enfin atteint nos objectifs et que peut-être je pourrais penser à faire un enfant. Mais là, j'étais encore dans la phase où il faut que je stabilise tout ce qui est dans ma vie pour être sûre et sereine pour avoir un enfant. En fait, je voulais vraiment avoir tout au vert, tous les feux au vert pour avoir un enfant. C'était ma façon de me rassurer. Donc, je voulais que le travail, je vive financièrement confortablement. Donc, on commençait à vivre confortablement, mais on commençait, donc c'était encore instable. Paul, il était au chômage aussi du rugby. Donc, du coup, voilà, c'était pas idéal. Et j'habitais à Anglet et je travaillais à Bordeaux, donc c'est vrai que c'était pas non plus idéal. Et ensuite, en mars 2020, évidemment, c'est le début de cette pandémie qui nous a vraiment stoppé dans notre élan, donc professionnellement. Ça nous a vraiment arrêté net dans notre progression fulgurante là, de la 4e année. Et donc, le premier confinement, on l'a très mal vécu avec Paul. Donc, du coup, là, tous les sujets, toutes mes priorités, tout a été remis en question, mais comme tout le monde, finalement. Donc, là, l'objectif, parce que j'aime bien parler toujours en objectif, j'ai remarqué, c'était de sauver notre société. Donc là, je pensais plus à avoir un enfant. C'était encore pas dans les plans, du coup. Là, il fallait vraiment sauver notre société parce qu'on tout était à l'arrêt. Donc là, franchement, c'était l'incertitude totale. Donc pas la meilleure période pour faire un enfant. Et Paul, pareil, il fallait qu'il commence à trouver du boulot. Et il fallait qu'il commence à trouver du boulot pile au moment où on est rentré dans la période de confinement. Donc là, incertitude pour tous les deux. Donc pas de place pour un enfant, pas dans cet état d'esprit-là. Et je précise juste, c'est que ton métier, c'est que tu fais des événements. Oui. Donc t'as été impacté plus par le confinement. Oui, on a été à l'arrêt total. On est passé de
de plein d'affaires à 0 affaire. Donc voilà, et en fait, du coup, mine de rien, ce confinement, c'était assez spécial dans le sens où la journée, je me battais pour que ma société vive. On cherchait des solutions avec Amélie, donc on travaillait, on ne s'est pas arrêté, hein, vraiment, on a continué à travailler, à chercher des solutions, à garder le contact avec nos clients, etc. Et en même temps, j'ai trouvé agréable parce que je me suis posée. Et c'est vrai que depuis des années, je ne m'étais pas posée parce que je faisais plein de choses. Et là, j'étais obligée, je n'avais pas le choix que de me poser. Donc, plus de toutes les activités que j'aimais faire, dont je parle dans le premier épisode, que ce soit le sport, que ce soit les voyages, que ce soit sortir, tout ça, c'était à l'arrêt. Et quelque part, ça m'a fait du bien de me poser chez moi, parce que chez moi, j'y étais pas souvent, avec Paul, parce que Paul, lui, il travaillait le week-end avec les matchs de rugby, et moi, non, donc on se croisait beaucoup. Et donc, on s'est posé et on a pris ce temps pour nous, voilà, et ça nous a fait quand même du bien. Et puis, donc, du coup, une fois on était au mois de juin, là... je crois qu'on était au mois de juin où on t'avait eu au téléphone, justement. Et je ne sais plus exactement ce qu'on s'était dit. Je ne sais plus la phrase que tu m'avais dit. En fait, j'avais dit, j'étais enceinte de Jasmine, oui, voilà, de ma deuxième, et je t'avais dit, au moins, pendant cette période un peu difficile, il y aura un peu de lumière, c'est amener un enfant, amener une vie, ça donne... ça me donne des frissons de dire ça, ouais. C'est bizarre. Ouais. ça amène quelque chose de positif et de l'espoir sur l'avenir, Exactement. Et cette phrase-là, elle m'a parlé, parce que justement, j'étais plus stimulée par tout le reste qui m'empêchait un peu de me poser et de me dire voilà, maintenant ça serait chouette de vivre cette expérience de devenir maman. Je ne prenais pas le temps de me poser cette question, en fait. Et je l'ai repoussé. Et là, quand t'as parlé, et du coup, là, j'étais posée. Et donc, ça a résonné vraiment en moi. Et quand on a raccroché, c'est moi qui ai dit à Paul, alors que jusqu'à présent, c'était Paul qui me parlait plutôt du projet d'avoir des enfants. Sans me mettre la pression, bien sûr. Mais c'est lui, voilà, qui était plus à l'aise avec le sujet. Et c'est moi qui lui ai dit, mais elle a raison. Est-ce qu'on prendrait pas... est-ce qu'on terminerait pas cette année de façon positive ? Et là, ça dépend que de nous. On va pas dépendre du Covid ou de tout ce qu'on nous impose, voilà. Et c'est nous qui allons reprendre le dessus en décidant de créer un projet avec un enfant. Et donc là, ça m'a étonnée de lui en parler, mais en même temps, j'étais plus au calme dans ma tête. Donc ça m'a permis. Et puis, je pense que aussi, ce Covid, on est revenu un petit peu à l'essentiel et qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie. Et peut-être pas le travail, finalement, même si c'est très, très important pour moi, mais c'était aussi fonder une famille qui était finalement très important. Et donc, on s'est dit, OK, on se lance dans cette aventure. Et pour moi, c'était vraiment ce moment de prendre la décision. C'était ça le plus important pour moi. Parce qu'une fois qu'on a pris la décision, je pensais que c'était simple. Après, derrière, voilà, j'ai pris la décision. Maintenant, je décide de tomber enceinte. Je tombe enceinte. Je fais ma grossesse. J'ai mon enfant. Et je me suis dit, c'est une suite logique. Alors que non, enfin, il y a plein de grandes étapes derrière. Mais ne serait-ce que de prendre la décision, c'est vraiment cette histoire de précipice, là, dont je parle dans le premier épisode, où je me disais, comment je vais décider de sauter. Enfin, pourquoi je vais décider de sauter et à quel moment et qu'est-ce qui va faire que je saute ? Parce que, en fait, pour moi, le plus important, c'était de dire j'arrête ma pilule. Donc, ça y est, là, on est sans parachute, on y va. Et je me suis dit, mais comment on prend cette décision ? Comment ? À quel moment et pourquoi ? Et là, du coup, on s'est dit, OK, c'est vrai... On peut se lancer, on est à la maison tous les deux. Toi, ton travail, effectivement, 2 mois après le confinement, on s'était rendu compte que ça allait quand même, ça allait le faire, même si c'était difficile. Mais bon, on avait trouvé quelques solutions avec mon associé pour continuer. Et Paul, il a envisagé de trouver un travail et il avait des pistes. Donc on s'est dit, une fois que toi, tu auras ton CDI, parce que Paul, il voulait quand même aussi avoir son feu vert de son côté, être en CDI. Une fois que tu as signé un CDI, on se lance. Et c'est trop marrant parce que
à cette époque-là, donc quand tu parles à juin 2020, je sais que tu es dans une spirale hyper difficile parce que toute l'énergie que tu as mis dans ta boîte, elle est anéantie par quelque chose que tu ne contrôles pas. Ouais. Et en fait, cette décision que tu prends, elle en amène plein d'autres positives. Ouais. Paul, il trouve un travail. Ouais. Vous revenez vivre à Bordeaux, mais Ouais. encore, il retrouve un autre travail. Oui, encore mieux. Enfin, c'est fou, tu vois, finalement, comment c'est retourné dans l'autre sens Complètement. de manière hyper positive. Ah, mais nous, c'est vrai qu'on a vécu 2 confinements, mais à l'opposé. Le premier où je perdais pied, mais vraiment, enfin, j'ai même été à l'hôpital à cause des vertiges. J'ai vraiment fait une énorme crise de panique pendant l'été. Mon associée, pareil, elle se sentait pas bien. Enfin, on était vraiment impactés. Et le deuxième confinement du mois de novembre, on avait décidé avec mon associé de se former au digital. On avait toutes les deux fait nos formations. On avait signé un gros contrat grâce à cette formation. Donc ça repartait pour nous. Paul avait trouvé un boulot entre-temps, le boulot de ses rêves. Et en plus de ça, ce boulot était à Bordeaux. Donc ça m'aidait à revenir là où mon travail est finalement, à Bordeaux. Donc ça allait nous poser tous les deux, parce que c'est vrai que ça faisait 6 ans qu'on était ensemble et on n'avait jamais vraiment vécu dans la même ville, tous les deux. On faisait des allers-retours. Et je pense que ça m'a pas trop aidé non plus à prendre ma décision d'avoir un enfant, parce que quand géographiquement t'es pas dans le même endroit, tu te dis bah non, c'est compliqué quand même, je vais pas imposer ça à mon enfant. Et là, en fait, comme si la vie nous aidait, en fait, nous donnait un petit coup de pouce, alors que c'était complètement l'inverse. Je pensais que j'étais en train pas de tout perdre, mais en tout cas, on perdait tous pied quand même sur cette première phase. Et le deuxième confinement, on avait repris le contrôle et on avait décidé d'avoir un enfant pour finir l'année positivement. Tout s'est emboîté. Et donc, t'as arrêté ta pilule l'été. Oui. Tu l'as dit à personne, parce que je savais pas. Alors que quand même, on a fait ma Blessing Ways, on a parlé plein de choses comme ça. Oui, mais parce que c'était... quand je m'entends parler, j'avais arrêté ma pilule, mais j'avais encore toutes mes angoisses et j'étais pas encore à l'aise avec le sujet. Donc, comme je suis pas à l'aise, j'en parlais pas trop, en fait. Et c'est bien parce que finalement, ça a mis quelques mois, pas beaucoup, 3-4 mois, mais ça t'a laissé le temps de digérer le fait que tu venais d'arrêter la pilule. Oui. J'étais contente. C'était bien, 3-4 mois pour se lancer, parce qu'en plus, ça nous a permis d'attendre que Paul et son... Enfin, on n'a pas attendu, c'est fait comme ça, mais entre-temps, pendant les 3-4 mois, avant que je tombe enceinte, Paul a retrouvé un super job à Bordeaux. Donc, en fait, c'est vrai que ça s'est fait... Moi, j'ai pris du temps aussi pour calmer mes crises de panique. J'étais suivie, etc. Donc, c'est vrai qu'en novembre, on commençait tout juste à se remettre de tout ce qui s'était passé professionnellement et du coup physiquement, parce que quand c'est ta boîte, t'as aucun recul. Donc, c'est vrai que tu prends tout dans la tête. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté ma pilule, c'était un peu notre petit secret avec Paul. Et du coup, puis j'avais quand même un peu peur que ça marche pas tout de suite, parce que ça y est, je commençais à rentrer dans un peu le processus maman, où ça y est, je commence à m'inquiéter. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je suis fertile ? Est-ce que Paul est fertile ? Enfin, il y avait plein de questions, des nouvelles questions en fait qui arrivaient, que je ne m'étais pas posées jusqu'à présent. Et donc là, je commençais à me renseigner. Ah oui, dans le mois, il y a une période qui est plus propice pour faire des enfants. Enfin, tout ça que je ne maîtrisais pas. Et donc là, je me suis dit, oulala, ça va prendre du temps. Et en fait, une fois que j'avais décidé, c'est vrai que je voulais que ça marche. Et donc, quand je voyais que ça marchait pas, j'étais très déçue. Et du coup, en même temps, ça me rassurait avec l'idée de notre décision. Je dis, si t'es déçue, c'est que t'as pris la bonne décision. Donc, on continue. Et c'est vrai que c'était une période spéciale parce que c'est une année où vraiment tout a été chamboulé. Et je fais que dire c'est marrant, mais juste avant que tu tombes enceinte, on est venu vous voir. Vous étiez encore à ce moment-là en Anglette. Vous n'aviez pas encore déménagé à Bordeaux.
on a passé le week-end ensemble et je venais d'avoir Jasmine, Oui. on était à 4 chez vous et en partant j'ai dit à Clément, déjà Chloé elle arrive pas à se projeter d'avoir un enfant, je dis là on a dû la dégoûter. Et dans l'appartement. Avec un nourrisson dans un appart, on était tous les 4. Moi je dormais avec Jasmine, Clément il dormait avec Ella et toi je voyais bien que ça, tu disais oh là là mais ils dorment même plus ensemble et Ouais. tout, c'est l'enfer pour le couple. Et je dis à Clément, je dis c'était peut-être pas une bonne idée pour rassurer Chloé. Alors qu'en fait t'es tombée enceinte 15 jours après je crois. Oui, je suis tombée enceinte le 25 novembre. Et non, mais après, une fois que j'avais pris ma décision, je savais que c'était... J'avais compris que ce que je voyais à côté, c'est jamais pareil quand c'est pour toi. Et ça, je l'avais compris. Parce que déjà, de prendre la décision d'avoir un enfant, ben, ça te lie déjà à ton conjoint. Et donc, on était déjà dans notre histoire de devenir parents. Donc... je l'ai pas mal vécu parce que c'était vous et c'était pas nous en fait. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'as raison, carrément. C'est juste moi, je me suis dit, j'espère que je vais pas donner encore plus de peur. Et donc, alors, tu tombes enceinte. Comment tu te découvres que t'es enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, donc du coup, là, effectivement, quand t'as pris la décision que tu veux être enceinte, t'as pris la décision, mais c'est pas... Dans ta tête, c'est un peu irréel, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je prends la décision, mais du coup, quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais réagir? Bon, donc du coup, tous les mois, je surveillais. Et puis, il y a un mois, donc le mois de novembre, où je sentais des choses, parce que j'étais très à l'écoute de mon corps, et quand on fait du sport, encore plus, je pense. Et donc, il y a le mois de novembre, j'ai senti quelque chose de différent dans mon corps. Alors, c'était pas des douleurs dans le ventre. Moi, c'était plutôt dans les adducteurs. Je sentais que ça me tirait dans les adducteurs. Et là, je me suis dit, ça, je l'ai jamais eu. Et puis, ma cousine par alliance venait d'avoir un bébé, et elle m'avait dit ça, qu'elle avait eu des petits tiraillements dans les adducteurs. Mais elle me l'avait dit juste 2 mois avant. Et là, je me suis dit, ouah, c'est marrant, j'ai jamais ressenti ça. Et une nouvelle maman, enfin une femme enceinte vient de me dire qu'elle ressent ça. Et je me suis dit, ça y est, ça a marché. J'en étais sûre. Au fond de moi, j'étais sûre que ça allait marcher. Et là, quand je suis allée... donc en fait, j'avais dit à Paul, on fait le test ensemble. Où tu veux que je le fasse et je te le dis vraiment on l'a décidé ensemble. Il m'a dit fais-le et tu me l'annonces. Et donc du coup je suis allée acheter le test de grossesse. Donc j'ai acheté celui où il y avait marqué en toutes lettres enceinte ou pas enceinte parce que je voulais pas me tromper avec l'émotion de pas comprendre le trait, le rond. Deux barres. Ouais. Là je me suis dit c'est génial, il nous facilite la vie, profitons-en. Et du coup j'achète mon test et là en fait à ce moment-là, j'étais dans un monde parallèle. Déjà, quand j'ai acheté le test, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il se passait un truc. En plus, ni toi ni moi, on n'avait jamais vraiment fait de test Non, dans nos vies. On n'a jamais eu peur. Non, je crois que j'avais jamais fait de test de grossesse. Ouais, c'est ça. Je me souviens pas que tu m'aies déjà dit, Non. j'ai fait un test et je suis en panique. Non. Donc c'est vraiment la première fois que t'en as fait première un. fois. Oh, et là, donc, je vais l'acheter, je rentre, et puis sur le chemin de la pharmacie à chez moi, j'étais vraiment dans ma tête, je me disais, ma vie peut basculer. Voilà, c'est là, je vais le savoir. Oui ou non, quoi. Et du coup, je sentais que ça montait, mon cœur qui se met vraiment à s'emballer au moment où je fais le test. J'attends, et c'est marrant parce que j'avais envie, et en même temps, ça me faisait peur. Et en fait, c'est ce sentiment qui ne m'a plus jamais quittée jusqu'à l'accouchement. Que oui, mais j'y vais, mais j'ai peur, quoi. Vraiment, c'est ça. J'y vais, mais j'ai peur. Franchement, tu résumes juste trop bien la parentalité. Hein. J'y vais, j'ai peur. Ouais, et donc je fais mon test, et là, donc là, j'attendais. Il disait qu'il fallait attendre, je sais plus, 5 minutes. Oh, j'étais dans un état, donc je sors de la pièce, je laisse le test, je sors de la pièce, et là, je me dis, ça se trouve, t'es en train de faire tes derniers pas de femme sans savoir que tu vas être maman. Enfin, en fait, j'ai ce côté où je compare toujours l'avant, l'après. Le côté, je suis un peu nostalgique des choses. Enfin, voilà. Et du coup, le changement, ça me perturbe énormément. Et là, je me suis dit, mais tu te rends compte, c'est le plus gros changement de ta vie. Donc là, je faisais les 100 pas dans le salon. Et donc, je rentre, je regarde. Et là, il y avait marqué enceinte. Et là, je me regarde dans le miroir. Et je mets ma main sur la bouche comme ça. Là. Oh, c'est pas vrai, c'est ça. Oh, ça a marché. Oh, et là, je sais pas. Je me rends compte que, bah oui, que ma vie va changer.
j'arrive pas à savoir ce que je ressens. J'étais contente parce que c'est ce que je voulais. Et en même temps, j'avais peur. Mais bon, apparemment, c'est normal. T'as appelé Paul ou t'as attendu? Alors non, parce que on s'était dit que si c'était... dans tous les cas, je l'attendais pour lui montrer. Et en fait, Paul venait de commencer son nouveau job. Et il avait une journée juste de fou il avait une journée énormément, très importante. Il allait voir la Coupe du Monde pour la première fois, c'est sa passion, le rugby. Et donc là, il organise la Coupe du Monde à Bordeaux. Et du coup, il allait voir la vraie Coupe du Monde. Donc il était heureux comme jamais. Et là, il rentre, il avait des étoiles plein les yeux, les mains dans les poches, en train de raconter sa journée à ses parents. Il était au téléphone quand il est rentré à la maison. Et du coup, moi, j'avais mon test dans les mains et je savais pas comment j'allais lui annoncer. Franchement, j'arrivais plus à planifier rien du tout. C'était vraiment dans ma tête n'importe quoi. Je me suis dit, je sais pas. Mais j'attendais qu'il rentre. J'étais trop excitée. J'avais les mains moites. Je savais pas. Et là, je le vois au téléphone, tout tranquille, en train de raconter sa journée. Et là, je le regarde. Je fais, donc là, je vais cacher le test derrière le pot de Nutella, parce que j'avais acheté un pot de Nutella pour me consoler si ça marchait ou si ça marchait pas, j'en sais rien, mais j'avais acheté du Nutella. Et toujours là le Nutella est toujours là avec toi. Il a toujours été là. Et j'avais acheté de la brioche pour faire un goûter. Et du coup, je me suis dit, bon, je le cache là-dedans. Et puis, je lui ferai la surprise après en lui disant, j'ai une surprise pour toi pour le goûter. Je m'étais dit ça vite fait. Et je lui sortirai le test au lieu de lui sortir un goûter. Enfin, bon. Et du coup, je vois qu'il s'installe, il discute avec ses parents, tranquille. Et moi, j'étais à côté. J'étais là. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait un mur qui nous séparait, quoi. Parce que moi, je savais, lui savait pas. Et il y avait même pas un mur, un gouffre, quoi. J'étais déjà partie dans cette grossesse, quoi. Et enfin, sans vraiment être partie, mais bon. Et du coup, il raccroche, enfin, au bout de, je sais pas, 20 minutes. Et là, je lui dis, bon. Et là, j'étais là, je le regardais, je me disais, il sait pas. Et là, je lui dis, bon, j'ai une surprise pour toi pour le goûter. Ah bon, ok, trop cool. En fait, il avait oublié. Je pense, ouais. Et en même temps, je lui en voulais pas parce que ça faisait 3 mois qu'on attendait et du coup, bah, il était dans sa journée. Enfin, je sais ce que ça pouvait représenter pour lui. J'étais trop contente et tout, et je me suis dit, bah, ça va être encore mieux cette journée. Et là, donc, je vais chercher le test, je le mets derrière mon dos et je lui dis, bon, bah, quelle main? Et il me dit, ah, mais c'est un Kinder, je suis sûre que c'est un Kinder. Il partait là-dessus parce que, bon, on adore les Kinder, les goûters, bref. Et là, je sais pas pourquoi, il ferme les yeux et il se met à tourner, il fait la toupie. Et au moment où il tourne, je lui mets le test de grossesse devant les yeux. Et là, il ouvre les yeux et je vois à sa tête que il s'attendait pas du tout à ça. Et il lit enceinte, donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-là aussi, pour qu'il comprenne tout de suite. Et là, il me regarde et pareil, presque, j'arrivais pas à avoir d'émotion sur lui. Comme moi, en fait, quand je l'ai appris. C'est-à-dire qu'on n'a ni pleuré, ni souri, on était juste bloqués, en fait. Genre, j'arrive pas à intégrer, ou j'intègre, mais je comprends pas. Et voilà, et du coup, on était là, oh, mais non, mais si, mais c'est pas vrai, mais non, mais si. En fait, on n'arrivait plus à parler, quoi. On n'arrivait plus à se parler, on n'arrivait plus à dire les choses, et on était contents parce que ça avait marché. Et après, on a gardé le secret jusqu'à Noël. Donc là, on était le 11 décembre quand je lui ai appris. Et jusqu'à Noël, on a gardé le secret on l'a dit juste à nos parents. Parce qu'on passait Noël avec eux. Et bon, forcément, quand t'es enceinte, tu ne bois plus. Et moi, comme mes parents savent que j'aime déguster du vin, surtout à Noël, manger des huîtres, du foie gras, ils se seraient rendus compte de quelque chose. Donc, on préférait leur annoncer. Et puis, on trouvait que c'était un beau cadeau de Noël. Voilà, donc c'était assez fou. Et j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Et c'était il y a 1 an. Et alors, après, bon, ta grossesse, on peut pas dire que ça a été ce que tu préfères. Ouais, non. Les transitions, je crois que c'est pas mon truc. En fait, j'avais très peur de l'accouchement. Très, très peur de l'accouchement. Donc, en fait, pendant ces 9 mois, j'avais l'impression d'être dans un entonnoir, quoi, et que je glissais tout doucement dans l'entonnoir et que j'allais arriver sur quelque chose qui allait me faire mal. J'étais persuadée que ça allait me faire mal, j'étais persuadée que ça allait être compliqué parce que c'est à l'hôpital, que moi je touche du bois, mais j'ai jamais été à l'hôpital, à part pour les dents de sagesse, donc voilà. Et encore, j'avais eu très très peur. Et du coup, c'était un milieu que je maîtrisais pas, que je connaissais pas. Et surtout, je me disais, un accouchement, c'est pas anodin.
Et j'avais pas envie, en fait, de passer par cette étape-là. J'avais envie vite que mon bébé soit là. Et puis la grossesse, oui, je l'ai vécu un peu... je sais pas, c'était j'ai bien aimé le 2e trimestre, mais le premier, non, parce que j'ai eu des nausées. Donc là, j'étais mal pendant presque 3 mois, 2 mois et demi. Donc franchement, le premier mois, c'était... euphorique parce que là tout va bien, ton corps est encore nickel, pas de nausées, on est sur notre petit nuage, voilà, on prend pas trop encore conscience des choses et en même temps on sait qu'on va être parent à un moment donné. Après le premier trimestre, donc compliqué, le deuxième avec le printemps qui arrive, le mois de mars, avril, mai, juin, là c'était vraiment chouette, j'étais pas encore trop lourde et voilà, c'était bien. Et le dernier trimestre, là, c'était l'angoisse totale de l'accouchement. Et donc, je dormais plus, en fait. Je m'endormais à 4h du matin, d'épuisement. En fait, j'avais peur. J'avais l'impression d'être coincée. J'étais coincée dans une situation et que je pouvais pas y échapper. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé dans la grossesse. Après, j'ai adoré le côté... voilà, de devenir mère, parce que la grossesse, tu te rends compte que tu vas devenir mère, parce que tu portes un enfant. Mais c'est pas concret, en fait. Donc, moi, tant que je l'avais pas dans les bras, c'est vrai que j'arrivais pas à avoir trop de liens avec mon bébé ou d'émotions parce que je ne savais pas à quoi elle ressemblerait encore, donc c'était pas assez concret pour moi. Et c'est marrant parce que je vais que te dire que franchement, moi j'ai jamais eu ce truc de je suis amoureuse de mes bébés enceintes, tout ce qui est sentiments forts, je les connais pas, donc c'est dur. Ouais. Et je pense que tu avais la sensation de pas être normal, de pas connecter, alors que moi j'ai l'impression que c'est plutôt normal. Ouais. De pas... Ouais, j'avais un peu cette culpabilité de me dire... j'arrive pas à parler à mon ventre. Je sais que Paul, il le faisait et en même temps, ça l'aidait aussi à participer à la grossesse. Donc, je lui dis, toi, t'arrives à lui parler facilement parce que tu la ressens pas. Voilà. Moi, je la ressentais. Toi, t'as un autre lien. Ouais, j'ai un autre lien et j'avais pas besoin de plus. En fait, les seuls moments où je lui ai parlé, c'était dans les moments difficiles. Par exemple, quand je suis allée à Paris pour le travail, j'ai été malade. J'ai vomi dans le taxi, j'ai pas pu rentrer, j'ai marché dans Paris, je me suis retrouvée toute seule en train de vomir sur le trottoir. Ma collègue, elle est partie prendre son train et j'étais pas bien et je me suis dit... et là, je lui ai parlé, je lui ai dit on va rentrer, ça va bien se passer. En fait, j'avais pas envie d'accoucher prématurément, donc j'ai eu peur en fait. Et là, je lui ai parlé pour la rassurer, pour nous rassurer. Bon, j'ai pas eu trop de moments difficiles, donc tant mieux, mais c'est vrai que c'est que dans ces moments-là où j'avais besoin de lui parler. Mais sinon, je lui parlais pas trop. Alors, on arrive au 30 août. Ah oui 2021. Oui. Cette grande journée. Oui. Quand même. Oui. Où tu vas dans un entonnoir. Ouais. Et où ça a été dur, l'accouchement. Ah oui. Franchement, en fait, c'est marrant parce que toutes mes angoisses que j'avais, je les ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment ressenti toutes les angoisses que j'avais avant. Donc voilà, l'angoisse de la grossesse où je suis un peu à côté de mes pompes parce que c'est plus mon corps est en train de changer, j'ai ressenti exactement ce que je pensais. L'accouchement, je savais que ça allait être douloureux, ça a été douloureux. Je savais en voyant mon bébé après des heures de travail, j'ai pas eu un waouh tout de suite. C'est la plus belle, je l'aime au premier regard. Et je savais que ça allait pas être comme ça parce que moi, je savais qu'il fallait que j'ai plus d'attachement avec elle tous les jours et que c'était pas juste en la voyant une seule fois. En fait, quand j'ai perdu les os, on est parti à la maternité. Là, je me suis dit, vas-y, t'as pas le choix. Je compare ça un peu à une course à l'athlétisme. Quand t'es dans les starts, t'as pas le choix. Tu peux encore te dire, je veux pas. Mais bon, voilà, si t'es là, c'est que tu vas le faire. Donc, et c'est vrai que j'ai comparé ça à l'athlétisme parce que quand on te dit dans les starts, là, tu te dis pourquoi je suis là et pourquoi je m'inflige ça. C'est clair, pour tous ceux qui ont fait du sport de haut niveau, au moment de se lancer, de se dire mais qu'est-ce que je fais tu regardes ton tour de piste avec toutes tes haies, tu sais que tu vas être dans un état, à la fin de la course, cata, que tu vas te faire mal. Et en même temps, quand tu franchis la ligne d'arrivée,
T'es fière. T'es heureuse, t'es fière, tu ressens quelque chose dans ton corps de fierté et de reconnaissance envers tout le travail que t'as fourni, et t'as envie de le refaire parce que t'as envie d'aller plus loin encore. Et là, c'est vrai que je m'étais préparée comme pour une compétition, donc j'avais été voir la sage-femme que tu m'avais conseillée, qui était géniale d'ailleurs, je te remercie encore, parce que j'ai fait tous les cours de préparation à l'accouchement avec Paul, et j'étais prête. Je savais, j'avais toutes les informations, et c'est ce que je voulais. Hein. Je sais qu'il y a des mamans, futures mamans qui ne veulent pas savoir, ce que je peux comprendre, on est toutes différentes, et moi j'avais besoin de savoir pour être rassurée. Donc je savais que j'étais prête, mais je savais aussi que même si tu es prête, bah, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, il y a quand même cette part d'inconnu que j'aime pas. Tu dois lâcher prise. Ouais, le lâcher prise. Et c'est comme une course. Tu t'es entraîné pour ta course, mais dans ta course, bah, tu peux tomber ou tu peux battre ton record parce que tu es hyper en forme ce jour-là et tu le sais pas, tu le sais que quand tu as franchi la ligne d'arrivée ou tu le ressens pendant ta course. Et là, c'est pareil, j'étais prête, je m'étais entraînée, j'avais lu des livres sur l'accouchement que tu m'avais prêtés qui sont vraiment super. Et ça m'a aidée quand même parce que tu vois, quand j'ai perdu les os, je savais ce qu'il fallait faire après. J'étais pas en panique. J'ai jamais été trop en panique à part au moment où elle m'a dit bon bah ça y est, là on va pousser. Là, j'étais en panique totale parce que en fait, j'arrivais plus à me connecter aux informations. J'étais plus j'arrivais plus à me dire ok, donc là il faut que je fasse ça, là non. Mais bon, ça s'est quand même bien passé, même si c'était très long. J'ai eu un vrai un bon premier accouchement qui est très long. Souvent c'est très long les premiers accouchements apparemment. Donc ouais, c'était épuisant parce que tu peux pas manger après avoir eu la péridurale. Donc moi j'étais en hypo et je leur ai dit non mais je pourrais pas pousser sans manger, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, il faut que j'accouche. En fait, si, t'as le droit de manger. Oui, elles m'ont laissé le droit de manger une compote parce que je leur ai j'ai insisté vraiment. On le rappelle, hein, vous avez le droit. Ouais. C'est eux qui vous déconseillent, mais vous avez le droit. C'est un droit de manger. Oui, voilà. C'est un droit basique. En fait, j'aurais même pas dû leur demander. Non, oui. J'aurais dû juste prendre ma compote et la manger. Voilà, c'est juste mal fait. Mais c'est ça qui est horrible. C'est que t'as besoin d'énergie quand même pour accoucher. Oui. Et puis en plus, voilà, je m'étais levée à 5h du matin. J'ai accouché à 1h du matin le lendemain. Donc j'ai très peu dormi en 24 heures. Donc pas dormi, pas mangé. Et là, il faut accoucher. Bah non, en fait, c'est pas possible. Je leur ai dit non, les gars, je vais pas pouvoir pousser là. C'est normal. Non, c'est pas possible. Il faut que je mange et voilà. Et en fait, l'accouchement, c'était fou. Encore une fois, c'était. En fait, c'est comme j'essaie de le raconter aux personnes qui sont autour de moi. J'arrive pas à dire si c'était génial ou si c'était affreux parce que c'était différent de tout ce que j'ai pu connaître. Et c'est là où j'arrête de comparer avec une course, c'est que c'est complètement différent parce que tu donnes la vie et donc là tu te dis attends, là c'est quand même énorme et en même temps j'ai mal et en même temps c'est beau et en même temps je maîtrise plus rien, j'ai les pieds dans les étriers, j'ai du sang, je suis perfusée, j'ai des trucs partout, je me reconnais plus en fait, c'est pas moi. Et en même temps, bah, tu t'es préparé pour ça, donc il faut aller jusqu'au bout. Et donc, on était dans une bulle vraiment avec ma sage-femme qui était adorable, ma gynécologue qui a été un coach vraiment du début à la fin, on est liés à elle pour toute la vie, et l'auxiliaire de puériculture qui était génial aussi, et Paul. On était dans le noir là avec la lampe au-dessus de moi, et avec Paul, quand on en reparle, on a l'impression que on était ailleurs que sur la terre en fait. On était c'était vraiment à part. Et après quand ils ont posé Jeanne sur moi, j'étais tellement fatiguée, épuisée, sonnée que honnêtement c'est bizarre de dire ça mais ça m'a presque rien fait en fait. Ils me l'ont posée. J'arrivais plus à me dire c'est mon enfant, c'est moi qui viens de la sortir, c'est merveilleux. Non, j'arrivais plus à rien me dire parce que j'étais sonnée en fait. J'avais juste envie de manger et de dormir. Donc là, on est 2 mois et demi. Ouais, c'est ça, 2 mois et demi après ton accouchement. Ouais. Est-ce que tu dirais que finalement le postpartum c'est plus dur que l'accouchement ou est-ce que tu as cette sensation que c'était hyper agréable finalement l'après ? Pour moi, c'était plus dur l'accouchement. Et encore une fois, c'est marrant parce que c'est ce que je m'étais dit avant. J'avais plus peur de l'accouchement que de postpartum parce que en fait j'ai compris pourquoi l'accouchement c'était que moi,
Ça dépendait que de moi, en fait. Donc, voilà, Paul, il pouvait pas m'aider physiquement. Ça dépendait que de moi. Et c'est cette histoire d'entonnoir, quoi. Vraiment, j'ai pas le choix. Je peux pas dire à quelqu'un d'autre de le faire. C'est vraiment moi. Alors que le postpartum, c'était plus moi. C'était plus que moi. C'était Paul et moi. Et donc là, ça me rassurait. Parce que je savais qu'on serait tous les deux à s'en occuper. Chez nous, et j'avais confiance même plus que confiance en lui, parce que voilà, c'est quand même Paul qui est à l'origine de tout ça, qui m'a donné envie d'avoir un enfant, etc. Donc je savais qu'il serait présent et très présent et qu'il attendait ça. Donc j'avais pas peur de cette après. J'avais un peu peur de mon état physique quand même, parce que encore une fois c'est moi qui l'ai porté, et voilà. Donc là par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent physiquement quand même. Même si mon corps a vite cicatrisé, je trouve. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines, comme je dis à tout le monde, j'avais le corps en chantier, quoi. Et c'est vrai que c'est dur quand même déjà de le ressentir parce que j'avais mal. En plus, j'ai fait une expérience d'allaitement qui s'est pas très bien passée. Donc, du coup, pendant 2 semaines, j'ai vraiment galéré physiquement. Mais avec Jeanne, ça se passait bien. Et Paul... on était tous les 3 dans notre bulle, en fait. Donc le plus dur, c'était de gérer mon état physique et notre nouvelle vie à 3. Mais je pouvais me reposer sur Paul, donc ça allait. Et toutes les angoisses que tu avais sur est-ce que ce bébé il va te provoquer des sentiments, est-ce que la vie que tu avais avant d'en faire le deuil, ça va être dur. C'est très récent, parce que 2 mois et demi, c'est pas grand chose, mais tu viens de reprendre le travail, donc c'est intéressant. Comment est-ce que maintenant tu te sens? Est-ce que tu te sens mère? Est-ce que Jeanne, c'est une évidence que elle soit dans ta vie? En fait, j'ai encore du mal avec cette casquette de mère. Je l'ai pas, je me la suis pas appropriée encore à 100%. Ça me fait bizarre de me dire que je suis mère, en fait. Parce que c'est nouveau et il faut que je m'y habitue. Ça prend toujours du temps chez moi de m'approprier les choses et il me faut du temps et des échanges et que je m'en rende compte en écrivant son nom ou quand quelqu'un me demande le prénom de ma fille. Voilà, c'est toutes ces petites choses les unes après les autres qui font que je prends conscience que je suis mère, mais je me suis pas dit tout de suite ça y est, je suis mère, c'est bon, je suis maman de Jeanne. Non, j'ai encore du mal avec cette casquette là. Mais j'espère que c'est normal. Et après, Jeanne, une évidence. En fait, c'est pareil, comme je te disais, quand ils l'ont posé sur moi, j'ai pas senti, comme les gens peuvent te dire, cet amour inconditionnel. Non, je l'ai pas senti quand ils l'ont posé sur moi. Par contre, de jour en jour, je sens que je m'attache à elle. Donc c'est rassurant. Mais voilà, encore une fois, je pense que chez moi, il faut qu'il y ait des actions concrètes pour que ça prenne sa place dans mon cœur. Moi, je trouve que de l'extérieur, en tout cas, ça paraît tellement naturel quand t'es avec elle. Enfin, si quelqu'un te connaît pas, il pourrait jamais se dire que t'as eu tous ces questionnements avant, que c'était pas une évidence, que vraiment t'as mis des années à te dire est-ce que tu serais capable d'être mère. J'ai l'impression que quand je te vois avec elle, t'es toi, mais il y a pas toutes ces peurs qui sont là, en fait. Comme si t'avais réussi à les... Quand t'es vraiment qu'avec elle, tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui. En fait, c'est vrai que avant la grossesse, je me posais 1000 questions. Est-ce que je veux être maman ou pas? Pendant la grossesse, je me posais 1000 questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je vais réussir à m'attacher? Parce que j'avais tellement de freins que du coup, j'avais peur de pas m'attacher. Et en fait, depuis qu'elle est là, je me pose plus de questions. Je suis dans l'action, en fait, de m'occuper d'elle, de profiter d'elle. Donc, ça me fait du bien, en fait, de plus me poser de questions. C'est la première fois où dans ma tête, je suis pas en train de me faire les plus, les moins, mais j'aurai ça, mais je vais perdre ça, mais attends, mais si je fais ça, mais je serai plus comme ça. Et en fait, depuis qu'elle est là, je me pose plus de questions parce qu'elle est là et que je dois m'occuper d'elle. Et c'est pas du tout une contrainte parce que c'est notre enfant et qu'elle est trop mignonne et qu'on l'aime. Donc je fais les choses et c'est étonnant parce que c'est ce qu'on se disait encore hier avec Paul. On se dit on dort pas beaucoup et pourtant j'ai l'impression d'être moins fatiguée que quand j'avais pas d'enfant. C'est marrant. Alors que tu dors, toi. Alors que je suis une grosse dormeuse et Paul aussi. Et en fait, je sais pas, c'est comme quand j'étais enceinte à la fin que je dormais plus.
Et ben la journée, j'étais pas fatiguée. J'ai jamais fait de sieste, alors que je dormais pas beaucoup la nuit. Et en fait, j'ai l'impression d'être, je sais pas, d'avoir quelque chose qui me tient, qui me maintient. Ben, c'est elle, en fait, tout simplement. C'est parce que je dois m'occuper d'elle, on doit s'occuper d'elle. Et on doit et on a envie de s'occuper d'elle. Et ça, j'ai l'impression que ça m'a donné une ressource supplémentaire qui m'envoie de l'énergie. Moi, je te trouve sereine. Après, c'est qu'une appréciation personnelle. Je sais pas comment toi, tu le ressens. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu te poses plus. Et en fait, ça se sent que tu poses pas de questions. Ouais, je me pose plus de questions. Alors qu'il y a beaucoup de mères, c'est l'inverse. Au moment où elles deviennent mères, d'un coup, c'est ou de père, c'est le gros stress. Qu'est-ce que je fais avec un bébé ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Alors que toi, t'as dû tellement te poser de questions avant. Oui. Que finalement, c'est pas que c'est simple. C'est que... Non, c'est pas simple, non. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça et tu fais parce que tu le fais parce que voilà, t'as plus le temps de te poser des questions. Mais c'est bien parce que c'est un sacré poids en moins sur tes épaules. Ouais, vraiment. Et tu peux dormir du coup. Oui, et je dors. Ah ouais, là par contre j'apprécie. Voilà, quand on doit dormir, on dort. Et c'est vrai que quand elle nous réveille, je pensais que je serais plus dans la tourmente de me dire, waouh, mais pourquoi mais pourquoi j'en suis là, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller lui donner le biberon à 4h du matin. Et en fait, quand j'entends ces appels, c'est comme si c'était mon ventre qui m'appelait en fait. C'est une partie de moi qui m'appelle, donc je me dis pas, ah tiens, non, j'ai pas envie d'y aller, ou non, je suis fatiguée. Ben non, j'y vais. J'y vais parce qu'en fait, ça m'appelle au plus profond de moi et je me dis, elle a besoin de moi, elle a besoin que je lui donne à manger, elle a besoin que je sois avec elle parce ça fait un moment qu'elle est toute seule dans son lit et donc je me pose pas de questions, j'y vais. Et je trouve que le postpartum, c'est pareil. C'est un peu comme ce moment où elle t'appelle, t'y vas et tu la vois et t'es heureuse, elle te fait un sourire en pleine nuit, t'es trop heureuse. Enfin, Paul, il me dit la même chose, il me dit, je me lève, la première fois où il est parti au travail, parce que ça, on en parlera aussi du congé paternité, je pense vraiment que ça change la vie des mamans. Du coup, Paul, il me dit, la première fois que je suis rentrée du travail, elle m'a fait un sourire. Oh, il s'est mis il avait les larmes aux yeux, parce que il me dit, mais j'ai oublié toute ma journée à partir du moment où elle m'a souri. Et plus rien n'est important. Voilà. Et quand tu te lèves en pleine nuit et qu'elle te sourit, bah, tu te dis pas, je suis fatiguée. Alors, je voudrais aussi préciser, parce que vraiment, Paul, pour le connaître très bien, t'as une perle rare, vraiment, sur la parentalité, parce que vous êtes bien à 50% et qu'il est père à 100%, sans problème. Ouais. Et que le fait qu'il ait eu 1 mois dans votre démarrage en tant que mère, tu l'as senti, parce que je sais que tu m'as dit s'il n'avait pas été là au tout début. Ah oui, je pense que j'aurais sombré. Oui. Je pense que le mois qu'on a passé ensemble, en fait, si tu veux, c'était un mois. On était bien, on était bien tous les trois. On avait même pas envie de voir des gens, nos familles. On était bien tous les trois parce qu'on avait on commençait à prendre notre rythme et on n'avait pas envie de sortir de notre bulle. On n'avait pas envie d'entendre le monde extérieur. On était tous les trois dans notre bulle et c'est étonnant parce que voilà, moi je suis pas comme ça et c'est étonnant que je et en même temps parce que il fallait que je me remette aussi physiquement, donc j'avais pas envie de sortir et puis j'avais envie de découvrir mon bébé, donc voilà, j'étais avec elle, auprès d'elle tout le temps et c'est vrai que pendant 1 mois, moi j'ai mis 15 jours vraiment à me remettre physiquement, enfin vraiment à cicatriser. Bon, il faut c'est rapide, hein, non mais je veux dire dans le sens où j'avais plus de douleur, quoi. Pendant 15 jours, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal au sein, j'avais mal au dos parce que je me contractais quand je lui donnais le sein. J'avais mal partout, en fait. J'avais fait un œdème aussi, donc voilà. Il fallait que je me remette de tout ça. Tu perds du sang aussi après l'accouchement. Donc c'est ouais, tous les jours, tu perds du sang. T'es là, qu'est-ce que c'est ? Ça a duré pendant 15 jours, 3 semaines. Après, j'ai eu des dommages collatéraux aussi pendant 3 semaines. Mais à côté de ça, donc tu dois te remettre physiquement. À côté de ça, tu dois trouver un rythme avec ton bébé. Tu dois la découvrir et tu dois maîtriser le côté logistique des choses, c'est-à-dire ne serait-ce que de prendre la voiture avec ton bébé. Nous, avec Paul, on s'est entraînés tous les deux et quand il a repris le travail, je savais le faire toute seule. Et s'il avait dû reprendre au bout de 15 jours, déjà, j'aurais pas été sur pied. Donc, je ne serais pas encore sortie. Et donc, je pense que j'aurais dû découvrir plein de choses seule. S'il avait repris au bout de... Mais c'est même pas 15 jours, c'était 11 jours. S'il avait repris au bout de 11 jours, j'aurais dû découvrir plein de choses seule. Et je les aurais découvertes dans la difficulté. Alors que là,
on s'est préparé pendant un mois, on est sortis, on est allé en week-end dans les Landes au bout de 3 semaines et demie. Elle a fait sa première nuit toute seule au bout de 3 semaines et demie parce que dans le mobil-home, on n'avait pas le choix. Donc quand on est revenu, on était beaucoup plus serein. On s'est dit, elle peut dormir dans sa chambre parce que je ne l'allaitais plus. Donc voilà, elle est partie dormir dans sa chambre et on était serein. Après, on a été à votre mariage et Paul était toujours en congé paternité. Donc on était tous les 3 et il faut un mois pour prendre des habitudes à 3. Et quand Paul est parti au travail, en fait, j'étais sereine. Alors que quand il m'a dit, tu te rends compte, au bout de 10 jours, il m'a dit, tu te rends compte, là, normalement, j'aurais dû reprendre le travail demain. Et là, je me suis dit, mais là, j'aurais été dans un tourbillon toute seule, toute la journée, je sais pas, à essayer de comprendre comment m'en sortir, quoi. Et là, quand il est parti, je savais déjà comment faire avec elle, je savais déjà sortir avec elle toute seule, enfin voilà, me familiariser avec tout l'environnement du bébé. Il faut un mois, minimum. Oui, minimum, c'est clair. Et donc toi, tu viens juste de reprendre le travail. Oui. Pour plein de mamans, c'est trop court, 2 mois et demi. Pour plein d'autres, c'est limite trop long. Comment est-ce que toi, tu te sens ? Eh bien, je suis très contente d'avoir repris le travail parce que mon travail, c'est mon deuxième bébé, vu que c'est ma société. Donc, c'est vrai que j'aime ce que je fais, donc c'est une grande chance et j'en ai conscience parce que j'ai été aussi salariée et je pense que si j'avais dû retourner dans mon ancien travail avec mon patron, avec des collègues avec qui tu t'entends plus ou moins bien, je pense que ça aurait été plus... Et des horaires fixes. Voilà, je pense qu'effectivement, j'aurais plus senti un avant et un après reprise du travail, alors que là, ça s'est fait vraiment en douceur, parce que c'est ma société, donc du coup, mon associé qui est mon amie aussi, elle m'a aidée en fait à reprendre, c'est-à-dire que voilà, elle m'a dit tu reviens quand tu veux, quand tu peux. J'ai pris 3 mois et demi classique, parce que maintenant les indépendants ont aussi les chefs d'entreprise ont droit aussi à 3 mois et demi de forfait avec l'assurance maladie, donc j'ai pu m'arrêter 3 mois et demi. Et en fait, j'ai toujours gardé le lien avec mon associé. Donc par contre, ce que je voulais pas être en lien avec les clients. Enfin, je voulais plus travailler vraiment en première ligne pendant c'est impossible de toute façon. Mais par contre, j'avais très souvent Amélie par téléphone et donc elle me racontait un peu ce qui se passait et j'avais envie de savoir parce que, voilà, c'est moi qui ai créé cette société avec elle, donc j'avais besoin de savoir. Donc en fait, le fait de ne pas avoir coupé complètement, ça a été plus facile de reprendre parce que j'étais au courant de certaines choses. C'est juste que j'étais pas aux manettes, mais j'étais au courant. Et là, je t'avoue que c'est un peu dur quand même au niveau du rythme parce que il faut amener Jeanne chez la nounou très tôt. Mais bon, on est 2, donc voilà, c'est soit Paul qui l'amène, c'est moi qui vais la chercher, ou inversement. On a trouvé une super nounou. C'était un peu dur au début parce que j'avais confiance à 99%, mais il me manquait voilà, on n'est jamais sûr quand t'es pas avec la personne. Et en fait, elle m'a énormément rassurée, elle m'a envoyé plein de photos, donc ma reprise s'est plutôt bien faite parce que j'étais dans des très bonnes conditions. Je fais un métier que j'aime, avec des gens que j'aime, et j'ai trouvé une nounou qui est géniale, et je peux partager les tâches avec mon chéri, donc finalement... Je trouve pas de grosses difficultés à reprendre le travail. Mais tu vises que toutes les femmes devraient vivre, c'est que tu as eu un vrai accompagnement. Parce que justement, tu sais que ton associé, elle te met 0 pression et qu'elle est à l'écoute, que tu peux parler de ton bébé au travail, que tu peux aller la chercher s'il y a vraiment besoin et que t'es pas coincé. Elle est à côté, en plus. Tu peux faire du télétravail, donc l'avoir au moins une journée par semaine. Et comme tu dis, tu as trouvé une nounou. Est-ce que quand même au début, ça te manquait de ne pas l'avoir H24 avec toi, ou la transition, comme tu l'as fait en adaptation, ça passe? Franchement, je suis tellement rentrée dans le vif du sujet que alors je sais pas, peut-être que je devrais pas dire ça, mais c'est vrai que non, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, je sais. Là, en fait, je suis rentrée. Il y a tellement de travail que je pense à elle, mais c'est vrai que la journée passe tellement vite que non, je suis pas triste, ou je suis... Bien sûr que j'aimerais l'avoir dans mes bras, mais
je suis tellement occupée en fait que finalement j'ai pas le temps trop de me dire elle me manque. Voilà. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement quand je vais la chercher, ça passe vite, elle va vite se coucher et donc je passe peu de temps avec elle. Il faudrait que les journées soient plus longues en fait. Mais voilà, c'est vrai que quand je suis au travail, non, je suis vraiment à 100% dans mon travail. Mais en même temps, je pense que comme la nounou m'envoie des photos régulièrement, je suis toujours connectée à elle grâce à ces photos et ça me fait du bien quand je vois les photos. Ça me fait du bien et donc j'ai pas eu le temps d'avoir ce manque parce que du coup je la vois en photo et ça me fait du bien et je sais que je la vois dans quelques heures après parce que bon voilà on n'a pas des horaires de fou quoi. Je peux aller la chercher un peu plus tôt quand j'ai envie de la voir plus tôt. Quand je peux pas, ben voilà, je sais que Paul peut aller la chercher. Et dans tous les cas, je la vois. Mais non, j'ai des copines qui ont eu cette transition un peu dure où elles me disaient qu'elles pleuraient au travail, etc. Et moi, non. Alors, je sais pas si c'est parce que mon travail, je l'adore. J'arrive pas trop à savoir, parce que je suis rassurée par la nounou. Mais en tout cas, je sais que quand je vais la chercher, je suis trop heureuse. Donc je pense que c'est parce que j'ai trouvé un bon équilibre, en fait, et que j'ai beaucoup de chance d'avoir mis tout en place et que ça me va. Bah, je pense que voilà, si les gens ont écouté cet épisode, ils ont écouté l'avant, on sait aussi à quel point c'était important pour toi ton travail. Oui. Donc ça a une place particulière. T'es pas juste salarié, tu vas de 9h à 17h et tu t'en fiches un peu de ton travail, c'est pas ta vie. Et donc tu peux penser plus souvent c'est là aussi que il fallait que toi tu trouves ton équilibre entre tes deux bébés, c'est ça en fait. C'est ça, exactement. Et donc toi ça te faisait du bien et plaisir de retourner travailler. Oui. C'est dans un contexte différent, c'est toujours pareil. Hein. Oui. Et ça fait partie de mon équilibre en fait. Voilà, et c'est normal. Donc il n'y a pas de bonne réponse, tu vois, c'est ça que je te disais. C'est pas bizarre que oui ou non. Oui, j'arrive pas à savoir si elle devrait me manquer plus ou est-ce que c'est normal que j'y pense pas pendant 2 heures d'affilée parce que tu préfères être triste. Mais non, c'est bien. Oui, non, c'est sûr que c'est que tu as trouvé ta recette à toi. Oui, voilà. Je pense que je suis à fond quand je suis dans mon travail, parce que je sais qu'elle est bien aussi. Donc ça me rassure. Je pense que si vraiment on n'avait pas mis en place des choses, ça serait peut-être différent. Je sais qu'elle est bien. Quand je vois les photos, elle a l'air apaisée. Donc si elle est bien, je suis bien en fait. Bon, j'ai une dernière question parce que finalement, tu vois, on devait faire une demi-heure, ça fait 52 minutes. Oh là là. Dans le premier volet, il y a 2 ans, tu parles beaucoup de ta relation à tes parents parce que t'es enfant de divorcé. Oui. Est-ce que tu sens que ça a chamboulé quelque chose ou que ça n'a plus aucune importance finalement aujourd'hui, le fait que tes parents soient divorcés? Ça a changé. Je trouve que ça a changé leur regard sur moi. Ce côté où je suis plus que leur petite fille, et c'était ça, j'avais du mal à ce que ça change, que ma position change aussi. Maintenant ils me regardent comme une maman et ils me parlent aussi un peu comme à une maman, donc ça me fait un peu bizarre de plus être que leur petite fille, mais ça leur envoie tellement de bonheur que je me dis qu'on a eu raison de faire un enfant. Mais ça a pas trop changé ma vision sur non, ça n'a pas changé les choses par rapport à... Parce que, je dois quand même encore faire attention quand mon père vient voir Jeanne, ma mère n'est pas là, quand ma mère... Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé le fait qu'il ne se voit plus et que pour moi, en tout cas, je le ressens encore comme avant, finalement. Donc maintenant, c'est ton histoire, c'est surtout ça. Oui, voilà, c'est mon histoire, c'est ma famille et j'ai créé ma petite famille. Et en tout cas, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que pour toutes les mamans qui hésitent d'avoir un enfant parce qu'elles ont peur que ça chamboule leur vie, moi, c'était ce mot qui me faisait peur, chambouler ma vie. Au final, je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça. J'ai l'impression d'être toujours moi comme avant et mes copines me le disent d'ailleurs parce que je suis capable encore de faire je sens que je vais refaire des choses comme avant, je refais du sport, je prévois déjà des voyages avec des copines et je sens que je vais reprendre mes activités comme avant et j'en ai envie et c'est juste qu'en fait j'ai une nouvelle priorité mais j'ai pas l'impression que ça ait
chamboulé entièrement ma vie. J'ai l'impression que ma vie est restée la même avec un enfant en plus qui est venu se rajouter à tout ce que j'aimais déjà faire. Et en ça me rassure parce que c'était ce qui me faisait le plus peur, en fait, de plus avoir le temps de faire ce que j'aimais. Et en fait, si, je peux encore faire en s'organisant. Voilà, ça c'est important. En s'organisant, donc tu dis pas « oui, je viens », tu demandes d'abord à ton conjoint « est-ce que tu penses que tu serais là ce soir-là pour que je puisse, moi, faire ça avec mes copines ou que je puisse... voilà ». Et en fait, je m'interdis presque rien et j'ai envie d'être encore comme la même qu'avant avec un bébé en plus. Et je sais que certaines copines me disent ça me fait du bien de voir qu'une maman peut continuer à faire ce qu'elle faisait avant d'être maman. Je redis, tu as un conjoint qui est très présent. Oui. Il y en a plein pour qui c'est malheureusement plus complexe. C'est sûr que je savais qu'il serait présent et si j'avais eu un doute là-dessus, c'est clair. Je sais pas si j'aurais été... C'est sûr. C'est ça. T'as bien répondu. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Chloé, chef d'entreprise et maman. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Je vous encourage également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. Ça aide énormément ce podcast à se faire connaître. Vous pouvez désormais être présent pour le podcast et participer à son développement via Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Je vous en suis très reconnaissante si vous faites partie de mes contributeurs sur Patreon. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de week-end, de matinée, peu importe, surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.